Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au nombre de décisions absurdes qui sont prises chaque jour dans les entreprises, les gouvernements, les familles, et vous vous êtes demandé pourquoi elles continuent de se répéter, même quand l'erreur paraît évidente? Peut-être que la réponse la plus dérangeante est aussi la plus simple. La bêtise est plus fréquente, plus persistante et plus destructrice qu'on ne l'imagine. Mais n'entendez pas par bêtise seulement un manque d'intelligence. Il ne s'agit pas ici de QI faible ou de manque d'accès à l'éducation. La bêtise dont je parle est beaucoup plus vaste. Elle a des couches, des déguisements, des nuances. Et ce qui est le plus dangereux, elle sait se revêtir de vertu, de courage ou même de génie. L'économiste italien Carlo Cipolla a écrit un essai ironique et brillant intitulé « Les lois fondamentales de la bêtise humaine », dans lequel il affirme que les « stupides » sont plus dangereux que les bandits. Les bandits ont au moins un plan rationnel. Ils gagnent tandis que d'autres perdent. Les stupides, eux, font perdre aux autres sans rien y gagner pour eux-mêmes. La provocation est nette. La bêtise n'est pas seulement une erreur individuelle, elle peut détruire des civilisations entières. Et ce qui est effrayant, bien souvent, elle est accompagnée de bonnes intentions. Alors, comment identifier cet empire invisible de la bêtise? Comment s'enracine-t-il dans nos esprits et dans nos institutions? Et existe-t-il réellement un moyen de s'en affranchir, ou du moins d'en atténuer les dégâts? C'est ce que nous allons essayer d'explorer. Tout être humain commence sa vie dans l'ignorance. Ce n'est pas une offense, c'est simplement une constatation. Dans les mots de Socrate, « Je sais que je ne sais rien », sans doute le point le plus honnête du savoir. L'ignorance passive représente cet état initial, l'absence de connaissance, non par faute, mais par manque d'exposition, sans arrogance, sans intention. Pensez à un enfant. Il ne comprend pas la gravité, les lois sociales, les limites propres. Son ignorance est naturelle et l'apprentissage, s'il bénéficie de bons stimuli, viendra avec le temps. À ce stade, l'ignorance porte en elle l'humilité, l'ouverture, la volonté d'apprendre. Mais si cette ignorance persiste à l'âge adulte, elle peut devenir terrain fertile pour des niveaux plus profonds de bêtise. Le problème n'est pas d'ignorer quelque chose, mais de refuser de lutter contre cette condition. L'ignorance passive se manifeste, par exemple, chez un adulte qui n'a jamais été encouragé à lire, à questionner, à penser par lui-même, qui a grandi entouré de discours tout faits, de vérités absolues, sans place pour un « et si ». Cette forme d'ignorance n'est pas nécessairement condamnable moralement, mais elle est socialement dangereuse, car elle transforme l'individu en quelqu'un de facilement manipulable. De nombreuses structures de pouvoir, religieuses, politiques, éducatives, préfèrent un peuple ignorant. Ceux qui ne questionnent pas, on les domine plus aisément. Ainsi, l'ignorance passive devient une pièce essentielle dans ce théâtre de domination. Jusqu'à présent, il s'agissait d'une bêtise endormie. Il reste une chance de s'en éveiller. Un bon professeur, un livre au moment opportun, une conversation transformatrice, et tout peut changer. Le véritable problème commence lorsque l'ignorant commence à croire qu'il sait. C'est là que démarre le second niveau. Imaginez quelqu'un qui sait peu, mais croit en savoir beaucoup. Il a juste effleuré un concept d'économie, de médecine ou de philosophie et soudain se sent prêt à débattre avec des spécialistes, à donner son avis convaincu sur les réseaux sociaux, à corriger des professeurs, à briller dans des discussions familiales. Voici le territoire de l'incompréhension confiante. C'est ici que l'effet dit de Dunning-Kruger entre en jeu. Des personnes possédant peu de connaissances dans un domaine ont tendance à surestimer leurs capacités. Elles ignorent qu'elles ignorent.
Et c'est précisément cette incapacité qui les rend dangereuses. C'est la figure classique de l'idiot confiant, celui qui méconnaît sa propre ignorance. Or, ce n'est pas qu'un problème personnel. Cette forme de bêtise se propage facilement, car elle est spectaculaire. La personne non seulement croit être dans le vrai, elle veut qu'on la voie, la loue, la suive. Plus elle fait de bruit, plus elle attire l'attention. Telle est la logique cruelle de la communication contemporaine. Celui qui affiche de la certitude gagne en crédibilité, même s'il se trompe. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche ironisait déjà cette logique en affirmant que les convictions sont les ennemis les plus dangereuses de la vérité que les mensonges. Aujourd'hui, cette phrase paraît presque prophétique. Nous vivons une époque où la conviction crie plus fort que la raison, où paraître certain compte plus que d'être réellement dans le vrai. Pourquoi ce type de bêtise est-il si difficile à combattre? Parce qu'il est gratifiant. Se sentir sûr de soi, supérieur au intello. Tout cela flatte l'ego. Corriger quelqu'un dans cet état est presque impossible. Cette personne se sent attaquée, non éclairée. Beaucoup préfèrent ne pas évoluer. Reconnaître qu'ils avaient tort exigerait de l'humilité. Et cela pèse lourd sur l'orgueil. Mais il existe une forme encore plus subtile de bêtise. Quand nous laissons l'émotion supplanter la logique, sans même nous en rendre compte. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous les voyons comme nous sommes. Cette phrase résume avec précision le troisième niveau de bêtise, la raison émotionnelle. À ce stade, le sentiment ne se contente pas d'accompagner la pensée, il devient l'arbitre de la vérité. La logique existe, mais perd le trône. Le sentiment suffit à fonder des convictions. En psychologie, ce schéma correspond à une distorsion cognitive, la tendance à interpréter ses émotions comme des preuves de réalité. Si je me sens coupable, je conclus que j'ai fauté. Si j'ai peur, j'imagine un danger imminent. Si je me sens rejeté, je suis persuadé d'être ignoré. Au lieu d'utiliser l'émotion comme alerte intérieure, on la prend pour un fait extérieur. Même lorsque nous savons, rationnellement, qu'il existe d'autres manières de voir la réalité, peu importe. Ce que je ressens devient plus grand que n'importe quel argument, n'importe quelle preuve. Ce filtre émotionnel domine. Tout ce qui ne s'accorde pas avec lui est écarté. À partir de ce moment, l'esprit commence à se refermer. La confirmation émotionnelle l'emporte, nourrissant les biais cognitifs. Un cerveau triste se souvient seulement des échecs. Un ego blessé ne voit que le mépris. Une peur collective identifie des ennemis partout. Le reste, ignoré ou perçu comme une menace. Cela peut paraître abstrait. Prenez un malentendu conjugal. Un retard devient un signe de mépris. Un regard fuyant, une preuve d'infidélité. La personne se sent négligée et de ce sentiment croit qu'elle n'est pas aimée. Surgissent alors jalousie, accusation, distance, non à cause d'une faute réelle, mais d'interprétation sentimentale. Un sentiment devient jugement. Le jugement, action. Et la relation se délite, sans qu'en réalité quiconque ait commis un acte répréhensible. Imaginez à présent ce schéma en politique. Je me sens menacé, donc ce groupe est une menace. Cette logique engendre préjugés, xénophobie, autoritarisme. Des mouvements entiers peuvent naître et prospérer à partir d'émotions jamais confrontées aux faits. Hystérie collective, panique morale, cycle d'indignation sur les réseaux. Tout naît quand nous cessons de penser pour simplement réagir. C'est peut-être l'étape la plus critique jusqu'ici. La raison n'est plus ignorante. Souvent, la personne connaît les faits, mais les rejette parce qu'ils ne correspondent pas à ce qu'elle ressent. La raison existe,
mais elle devient servante de l'ego. À partir d'ici, la descente devient plus abrupte. Puisque ressentir vaut déjà plus que savoir, l'étape suivante consiste simplement à refuser de voir, délibérément. L'œil ne voit que ce que l'esprit est prêt à reconnaître. Cette phrase décrit l'un des mécanismes les plus dangereux de la bêtise humaine, la cécité volontaire. Il ne s'agit plus d'un tort naïf ni d'une distorsion émotionnelle. À ce stade, la bêtise devient un choix, une négation consciente de la réalité. La personne sait, ou du moins pressent que quelque chose ne va pas. Les preuves sont là, discrètes ou éclatantes, mais les affronter serait inconfortable, menaçant, inopportun. Alors, elle détourne le regard, comme si ignorer suffisait à effacer. Comme l'affirme la chercheuse Margaret F. Hernan dans son livre « Cécité volontaire », pourquoi nous ignorons l'évidence à nos dépens? On ne peut pas résoudre un problème qu'on refuse de reconnaître. Et c'est précisément ce qui rend ce niveau si insidieux. Le problème n'est pas invisible, c'est nous qui décidons de faire semblant qu'il n'existe pas. Cette négation naît généralement de la peur. Peur de perdre son statut, sa stabilité, sa réputation. Un responsable qui perçoit un comportement toxique met fin à l'ignorance pour éviter le conflit. Un politique qui ignore les signaux de crise pour ne pas perdre des soutiens. Un citoyen qui assiste à une injustice, mais préfère le confort de l'indifférence. L'illusion devient armure, fragile mais rassurante. Et tandis que cela dure, les fissures dans le système se multiplient. L'histoire est pleine d'exemples. Des scandales d'entreprises qui s'éternisent grâce au silence complice. Des abus commis par des autorités que tout le monde savait, mais que personne n'osait dénoncer. La vérité n'était pas cachée, elle était délibérément ignorée. Des expériences classiques de la psychologie sociale montrent le même schéma. Des gens ordinaires, conscients qu'il y avait un problème, continuent d'obéir. Parce que c'est plus facile. Questionner, agir, tout exige du courage que beaucoup n'ont pas. Ce qui rend cette cécité si dévastatrice, c'est sa capacité à se propager. Ce qui commence comme négation individuelle se transforme en consentement collectif. La bêtise cesse d'être un simple manque de jugement. Elle devient jeu d'apparence. Chacun sait qu'il y a un problème, mais personne n'admet rien. Des phrases comme « ce n'est pas mon affaire »,« quelqu'un d'autre va régler ça »,« si je n'y prête pas attention, ce n'existe pas », bâtissent un mur d'autotromperie. Mais tôt ou tard, ce mur s'effondre. Et quand la vérité finit par éclater, le plus souvent, il est déjà trop tard. La chercheuse avertit que les plus grandes menaces ne sont pas invisibles, ce sont celles que nous refusons de voir. Et cela vaut pour les gouvernements, les entreprises, les familles et pour chacun de nous. Mais le danger s'amplifie quand ce refus collectif se généralise, quand la masse cesse de penser par elle-même et que l'ignorance volontaire devient norme. Quand tout le monde pense pareil, personne ne pense beaucoup. Cette phrase illustre bien l'esprit de ce 5e niveau de bêtise, quand elle cesse d'être une simple faute individuelle et se transforme en force collective. Une vague qui emporte la pensée autonome et engloutit même les esprits les plus brillants. La bêtise collective apparaît lorsque l'individu non seulement s'abstient, mais abdique son jugement à celui du groupe. C'est la répétition de la cécité volontaire, de l'incompréhension confiante et de la raison émotionnelle à grande échelle. C'est la conformité généralisée. L'erreur cesse d'être une exception. Elle devient la règle. Le psychologue Solomon Asch l'a démontré dans ses expériences sur la conformité. Même dans des tâches visuelles simples,
comme identifier quelle ligne correspond à une référence. Quand tous les autres donnent la mauvaise réponse, la majorité des gens finit par concéder, même en sachant qu'ils se trompent. Certains reconnaissent qu'ils ont vu l'erreur, mais cèdent pour ne pas se démarquer. D'autres doutent de leur propre perception. La force du groupe détruit même la vérité la plus évidente. Ce pouvoir invisible, le désir d'appartenir, peut effacer jusqu'à la conviction la plus rationnelle. Et plus le groupe est grand, plus il est difficile de résister. Comme le soulignait Charles Mackay. Les hommes deviennent fous en foule, mais retrouvent la raison un à un. La masse a sa propre logique, ou plutôt son absence de logique, et elle contamine même les plus lucides. Quand cette bêtise collective s'allie au niveau précédent, le problème s'aggrave. La peur d'un seul devient la panique de tous. La conviction erronée d'un se transforme en vérité partagée. Toute tentative de remise en question est étouffée, non par des arguments, mais par l'exclusion sociale. Même les personnes intelligentes restent vulnérables. Le collectif avale les distinctions. En peu de temps, on ne sait plus si nos idées nous appartiennent, ou si elles sont simplement l'écho de la foule. Penser par soi-même requiert du courage. Se conformer, il suffit de se taire. Et c'est dans ce silence que la pensée autonome meurt. La foule décide pour vous. La masse pense pour vous. Et le monde continue de tourner, guidé par les échos du collectif. Le niveau suivant est encore plus radical. Quand, au-delà de s'adapter, l'individu s'enorgueillit de son ignorance et s'en sert comme bouclier contre toute critique ou apprentissage. Jusqu'ici, la bêtise pouvait encore être renversée. Mais au 6e niveau, elle se durcit et devient identité. L'erreur cesse d'être accidentelle. Elle devient un motif de fierté. Il ne s'agit plus simplement d'une personne en erreur. C'est quelqu'un qui sait qu'il se trompe et s'en satisfait pleinement, qui refuse tout apprentissage, qui considère le questionnement comme une faiblesse, qui voit l'écoute comme une perte de temps. L'arrogance intellectuelle n'est pas passive, elle agit activement. Elle ferme la pensée. Elle ridiculise les critiques. Elle rejette les idées susceptibles de menacer ses certitudes. Le doute devient faute. L'incertitude, faiblesse. L'esprit se referme et à chaque argument rejeté, un mur plus épais se construit. C'est une certitude vide, habillée en sagesse. Une fierté nourrie par l'erreur elle-même. Cette arrogance ne surgit presque jamais de nulle part. Elle est le fruit du mélange des niveaux précédents. Ignorance consciente, cécité volontaire, ego gonflé. Celui ou celle qui a choisi de ne pas voir commence à croire que son aveuglement était une vision supérieure. Celui ou celle qui ressentait intensément finit par croire que son sentiment est une preuve de vérité. La conviction se transforme en armure, l'erreur en dogme. Le mal ici est profond, car, à la différence des stades précédents, cette forme de bêtise monte une forteresse dans l'esprit. Et comme elle s'appuie sur des convictions immuables, des opinions absolues et un refus du dialogue, elle devient presque imperméable à toute critique. Beaucoup de penseurs ont estimé que c'est précisément cette arrogance, cette certitude vide, qui est à l'origine de tant de tragédies historiques. Non pas l'erreur en soi, mais la satisfaction de l'erreur. Quand la conviction aveugle s'allie à l'action et qu'une personne, sincèrement convaincue, commence à infliger de la douleur en croyant faire le bien, c'est alors que nous entrons dans le stade final, le plus meurtrier. Au 7e et ultime niveau, la bêtise atteint son degré maximal de danger, car elle s'unit à quelque chose d'encore plus sombre, la conviction,
l'ignorance, l'arrogance, la cécité se mêlent et gagnent une force destructive active. Ce n'est plus un simple faux pas de jugement. C'est la volonté de nuire, tout en croyant agir bien. Une mission. Ici, la personne non seulement croit à un mensonge, elle le défend avec ferveur. Elle justifie la cruauté par une logique déformée. Elle agit avec hostilité, persuadée de sauver quelque chose. La nation, la morale, la vérité, les enfants. La violence devient devoir. Le fanatisme, vertu. La destruction, rédemption. Le théologien Dietrich Bonhoeffer a médité sur ce danger. Le stupide est plus dangereux que le malfaisant, parce que le malfaisant sait qu'il fait le mal. Le stupide, non. Il agit sans percevoir la douleur qu'il provoque, tout en croyant agir pour le bien. À ce 7e stade, la frontière entre bêtise et malveillance s'efface. Surgit un hybride ravageur, l'ignorant convaincu, armé de certitude. Celui ou celle qui agresse, censure, persécute, tout cela au nom de la justice, qui ment au nom de la vérité, qui fait barrière à quiconque ose questionner et devient un ennemi. L'arrogance prend des dents, l'ignorance, une armée. Et le monde, de plus en plus, se retrouve prisonnier de convictions absurdes défendues par la violence. Un exemple clair de tout cela existe ? Pensez aux extrémistes qui tuent, poussés par des idéologies délirantes. Aux leaders qui disséminent des mensonges, convaincus de protéger le peuple. Aux systèmes entiers qui oppriment, tunent, manipulent, persuadés d'être du bon côté de l'histoire. À ce stade, l'erreur devient crime moral, le mensonge, bannière, et quiconque ose se questionner devient ennemi. Comment fuir tout cela ? Le chemin de la lucidité. Et c'est là que revient la question initiale. La plus évidente, mais aussi la plus troublante. Comment échapper à tout cela ? Comment ne pas devenir partie de cette spirale qui commence dans l'ignorance et se termine dans la destruction ? La réponse est dure, mais inévitable. Il n'existe pas d'immunité absolue. Nous avons tous, à un moment ou un autre, navigué dans ces 7 niveaux. Tous, d'une manière plus ou moins consciente, avons ignoré ce que nous ne voulions pas voir, confondu émotion et vérité, suivi la foule, rejeté la critique par orgueil. Peut-être, sans nous en rendre compte, avons-nous contribué à alimenter ce bruit qui étouffe la pensée lucide. Mais il y a une différence essentielle entre trébucher ponctuellement et y habiter. Être lucide commence par la reconnaissance. Reconnaître que la bêtise ne réside pas seulement chez les autres, mais aussi en nous. Que résister à elle exige plus que de l'intelligence. C'est avant tout du courage. Penser profondément blesse. Questionner le groupe isole. Voir l'évidence dérange. Apprendre de vrai implique admettre qu'on s'est trompé. C'est le prix de la conscience. Voilà pourquoi le chemin de la lucidité est souvent solitaire, lent et ingrat. Il est plus facile de répéter que de réfléchir. Plus simple de haïr que de chercher compréhension. Plus confortable de suivre que de s'arrêter et de demander « Est-ce que cela a du sens ? Est-ce vrai ? Ou est-ce simplement ce qui me plaît parce que cela confirme ce que je croyais déjà ?» Et ici réside le coût de la lucidité. La solitude intellectuelle, le malaise moral, le conflit social, mais aussi la liberté, car seule celle ou celui qui reconnaît ses chaînes peut choisir. Continuer à vivre enfermé ou se libérer. Il ne s'agit pas d'être un sage hors du commun, mais de cultiver une vigilance constante contre les pièges de l'ego, des émotions incontrôlées, de la vanité collective. C'est garder allumé l'esprit philosophique, celui qui valorise le doute honnête plus que la certitude commode. En fin de compte, peut-être que l'antidote le plus efficace et le plus rare à ces 7 niveaux de bêtise est très simple. L'humilité
intellectuelle. Une disposition sincère à apprendre, désapprendre, écouter, changer d'avis, reconnaître ses limites. La conscience qu'il faut du travail pour penser et que nul ne n'est à l'abri de ses propres erreurs. À présent, la question revient, encore plus intense. À quel de ces niveaux avez-vous déjà été, sans peut-être vous en rendre compte? Et surtout, quel prix êtes-vous prêts à payer pour cesser d'être simplement une voix de plus dans le cœur de la bêtise?